Bonjour, et évidemment, si j'étais à un événement typiquement argentin, je dirais « Bonjour à tous ». Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette reconnaissance de ce combat que nous avons commencé il y a de nombreuses années et qui porte des fruits inattendus. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette reconnaissance du travail que nous faisons. D'autre part, j'aimerais vous parler de mon expérience et de la façon dont je suis arrivé aux idées de liberté. Car je n'étais pas libéral dès le début. À proprement parler, je ne me sens pas mal parce que Hayek, avant tout, était un socialiste. Et comme le dit à juste titre Mises, la connaissance en économie a conduit au libéralisme. Et comme le disait Hayek, si les socialistes connaissaient l'économie, ils ne seraient pas socialistes. Alors, quand j'ai appris l'économie, je suis devenu libéral, mais j'ai mentionné plus tôt combien la situation était compliquée pour les idées de liberté dans les cercles universitaires. Si vous demandiez à n'importe quel économiste d'une université publique ou privée en Argentine qui est Mise, il penserait qu'il est le numéro 9 de l'équipe nationale de football néerlandaise. Dans cet environnement hostile dans lequel nous, économistes argentins, sommes formés. La formation que j'ai reçue à l'origine était essentiellement une formation de ce qu'on appelle l'école post-keynésienne ou l'école keynésienne tardive, qui est une branche qui a des connotations quasi marxistes. En ce sens, j'ai été contaminé par beaucoup de mauvaises idées, comme celle selon laquelle l'intervention de l'État est nécessaire. La régulation est nécessaire, les hommes d'affaires sont des méchants et l'inflation est multicausale, imputable à tout sauf à l'impression monétaire. Et c'est dans ce contexte que j'ai été formé. En fait, lorsque j'ai suivi mon premier cours sur la croissance économique, le professeur nous a essentiellement enseigné peu de choses sur la croissance économique et nous a beaucoup appris sur les auteurs du développement, qui on peut avoir avec ce que l'on entend par croissance économique. Mais je garde quelques cicatrices de certains professeurs isolés, ou de la lecture de livres et des études jusqu'au rendez-vous, ou de la fréquentation de la bibliothèque de la Banque centrale, qui était à l'époque la plus grande bibliothèque d'économie d'Argentine. J'allais m'enfermer seul pour lire des choses alternatives à ce qu'on m'enseignait à l'université. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer d'autres auteurs. Cependant, j'avais cette formation et mon premier master était en économie keynésienne. J'y ai appris les différents aspects du keynésianisme. C'est-à-dire que j'avais non seulement étudié les keynésiens, les post-keynésiens, ceux à connotation marxiste, mais j'ai également étudié ce qu'on appelle les keynésiens du modèle Ford-T, et étudié également les keynésiens légèrement améliorés. Qui sont les keynésiens néoclassiques, fondamentalement le type de keynésianisme que l'on connaît aujourd'hui. Et avec cet ornement, je suis parti chercher du travail et essayer de gagner ma vie en tant qu'économiste. La vérité c'est que c'était assez frustrant. C'était une chaîne constante de frustration, tout ce qui m'arrivait. Car même si les choses qu'il disait n'étaient pas en décalage avec ce que disaient les autres professionnels en Argentine, je me rendais compte qu'il était un compteur en série, un gaffeur en série, une machine à faire des erreurs. En réalité, nous avions toute une série de dispositifs pour cacher toutes ces erreurs, et elles étaient toujours exagérées. Par exemple en ce qui concerne les attentes. Mais les attentes ne peuvent pas être plus grandes que le modèle lui-même. Il y a une réflexion de Hayek sur ce sujet, qui se moque presque de la manière dont les différentes branches néoclassiques se justifient. En même temps, j'ai commencé à enseigner la microéconomie, et ce fut vraiment une bénédiction. Car c'est là que j'ai commencé à apprendre, non pas tant dans le format macroéconomique conventionnel, mais plutôt que j'ai commencé à travailler intensivement avec les microfondations.
Lorsque vous analysez la structure d'un cours de microéconomie, cela ouvre au moins une fenêtre pour que vous commenciez à, au moins, sentir les idées de liberté. Et comme j'aimais beaucoup enseigner la microéconomie, j'ai aussi travaillé activement pour que le cours se termine par l'équilibre général, qui est le même champ d'application que la macroéconomie. Mais avec des microfondements. Ces choses semblent redondantes aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Le débat était différent. Considérez que ce n'est que dans les années 1990 qu'une macroéconomie solidement fondée, intertemporelle et fondée sur des microdonnées, a commencé à être plus couramment utilisée. Donc, dans ce contexte, travailler avec la microéconomie a également été très utile. Cela m'a également ouvert d'autres fenêtres et c'est là que j'ai perfectionné ma pensée néoclassique. De plus, les mathématiques étaient faciles pour moi, donc je progressais confortablement. La microéconomie m'a donné de nombreux outils de travail et a rendu mon travail beaucoup plus amusant. Car je l'ai continuellement imprégné de microfondations. Mais il y avait aussi quelques problèmes. Fondamentalement, une partie lorsque, en général, dans un micro-livre, à ce qu'est le secteur de la théorie du consommateur pour dériver la théorie de la demande. Vient ensuite la théorie de l'entreprise pour dériver l'offre. Il passe ensuite aux structures de marché. Au cas de la concurrence parfaite, Hayek a un excellent point à propos de la concurrence parfaite. Le modèle de concurrence parfaite est tellement ridicule. Les agents sont tous des preneurs de prix et se comportent comme si rien n'existait. C'est donc assez contradictoire. Et à partir de là commencent les défaillances du marché. Qu'il s'agisse des structures de marché concentrées, avec leurs homologues techniques et mathématiques, qui sont fondamentalement définies comme des non-convexités, du problème des biens publics. Des externalités, des problèmes d'information asymétriques, des problèmes de défaillance de coordination dans les jeux, et puis nous passons à la partie équilibre général. Mais tout cet aspect de l'échec du marché est également un domaine très important, et c'est l'une des choses que j'aborde directement dans mon récent livre, Capitalisme, Socialisme et le piège néoclassique. Mais au-delà de cela, face à la frustration de travailler dans un métier qui ne pouvait impliquer que la microéconomie, j'ai donc décidé de poursuivre un deuxième master, un master non plus aussi basé sur une seule école de pensée, mais beaucoup plus éclectique. C'est là que j'ai commencé à découvrir différentes versions de cette approche et que je suis devenu plus intense dans ma réflexion néoclassique. En même temps, il ressentait un profond mépris pour l'État, mais n'avait aucun moyen de le canaliser. C'est-à-dire que l'Argentine traversait les dernières étapes du programme de convertibilité et, dans ce contexte, il était clair que l'État n'était pas la solution, que l'État était le problème. Mais les outils dont je disposais n'étaient pas les bons. Et j'ai donc continué à accumuler des frustrations avec la formation que j'avais reçue. Et quand j'ai commencé ce deuxième master, je suis tombé sur toute la nouvelle littérature sur la croissance économique. Et là, je me suis retrouvé à revisiter certaines de mes erreurs de jeunesse. Parce que l'une des choses qui m'est arrivée lorsque je me suis penché sur le risque de croissance économique, dans de nombreux livres sur la croissance économique, il y avait une merveilleuse citation de Robert Junior qui dit « Quand vous commencez à examiner ce genre de problème de croissance économique, les conséquences sur le bien-être humain sont si fortes que vous ne pouvez penser à rien d'autre. » En tant que jeune étudiant en économie, ma première pensée a été « Eh bien, encore un professeur qui pense que sa matière est la plus importante de toutes. » Cependant, lorsque j'étais déjà en train de terminer mon deuxième master, ce fut une expérience très révélatrice.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'impliquer très activement dans les questions de croissance économique. Tout cela m'a amené non seulement à me spécialiser dans la croissance économique, mais aussi dans la gestion de l'argent. C'est-à-dire qu'au fond, je me préparais à apprendre à réduire l'inflation et à faire croître une économie qui, soit dit en passant, par pur ordre spontané ou par les forces du ciel, me plaçait précisément dans le pays de l'inflation et du déclin en tant que président. Ce serait un hommage à Adam Smith et Hayek, qui nous ont tant appris sur le fonctionnement du système des prix. Et dans cette veine, où j'ai commencé à me spécialiser dans la croissance, où j'ai lu combien de choses sur la croissance économique circulaient, je me suis impliqué très activement dans tout ce qui touche à la théorie des cycles réels, c'est-à-dire le Real Business Cycle. J'aimais les mathématiques, j'aimais la structure. L'État faisait du bruit, donc dans ce sens je me sentais très à l'aise. J'obtenais de meilleures explications qu'avant. C'était un peu risqué de les prendre à 100%, mais on pourrait toujours améliorer un peu la modération pour essayer d'expliquer les choses. Mais là, je me sentais déjà beaucoup plus calme, plus à l'aise, plus à l'aise. Et puis, à ce moment-là, la crise des subprimes est arrivée. Quand la crise des subprimes est arrivée et surtout avec les problèmes de déséquilibre mondial et tout ce qui concernait les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et comment on s'approchait d'une catastrophe similaire à la Grande Dépression. Cela m'a obligé à devoir relire des auteurs comme Keynes et Milton Friedman. De plus, ma lecture de Keynes ne s'est pas limitée à la théorie générale. J'ai lu plusieurs livres sur Keynes, mais j'avoue que j'ai lu presque pathologiquement la théorie générale 5 fois. Au point que j'ai même écrit un livre intitulé Démasquer le mensonge keynésien. Cela m'a également permis de renouer avec d'autres parties du débat, mais je me sentais toujours frustré. J'ai notamment dit, je vais me concentrer sur la croissance économique et m'assurer que mes propos sont valables à long terme. Quant à mon travail, je me baserai uniquement sur les micro-fondamentaux et c'est tout. Je ne m'en soucierai plus. Et j'étais là, heureux de la croissance économique. Je suis resté à cet endroit, en réalisant une croissance économique, sans avoir à l'affronter à court terme. Car j'avais déjà réalisé que partout où il se tournait, disponible en toutes choses, cela ne fonctionnait pas. Et comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin. À un moment donné, j'ai été invité à donner une conférence au Boris Forum, pas celle que j'ai gâchée, mais quand elle était plus acceptable pour le reste d'entre nous. J'ai donc été invité à parler de démographie et de croissance, et je n'ai pas eu de meilleure idée que de commencer à passer en revue le travail d'Angus Madison. Je suis tombé sur ses études sur les économies millénaires et j'y ai découvert ses estimations de la population et du PIB par habitant sur 2000 ans. C'est-à-dire de l'an 0 de l'ère chrétienne à l'an 2000. Et l'une des choses qui m'a frappé, c'est ce qu'on appelle en théorie de la croissance le bâton de hockey. Si l'on examine la série du PIB par habitant de l'an 0 à l'an 2000, on constate que le PIB par habitant reste pratiquement constant entre l'an 0 et 1800. À proprement parler, il n'augmente que de 40% au XVIe siècle, juste après la découverte de l'Amérique. Mais si vous prenez cette série, le PIB par habitant a augmenté à un taux de 0,02% par an. Ce qui signifie qu'il faudrait 3500 ans pour doubler le PIB par habitant. Cependant, la révolution industrielle a suivi et, au XIXe siècle, le taux de croissance a été multiplié par 33, atteignant 0,66%. Une grande partie de cette explication est liée aux améliorations de la santé et également à l'amélioration de la santé et de la nutrition des populations. Lorsque nous arrivons au XXe siècle,
On assiste à une nouvelle accélération de la croissance. Dans la première moitié du XXe siècle, la croissance s'accélère à 1,1%. Dans la seconde moitié du XXe siècle, à 2,1%. De plus, si l'on corrige la sous-estimation des comptes nationaux, la croissance économique pourrait être d'environ 3 à 3,5% par habitant. Autrement dit, au cours des 200 dernières années de cette série, nous avons accompli beaucoup plus que durant les 1800 premières années. Comme je l'ai mentionné précédemment, alors que dans la première partie la croissance était de 40%. Dans la deuxième partie mentionnée, le PIB par habitant a été multiplié pratiquement par 10, voire par 8, pour être exact. Non, 9 fois, désolé. Et dans le même temps, la population a été multipliée par 8, ce qui signifie que le PIB a été multiplié par 72 au cours des 200 dernières années. Qu'on le raconte comme une histoire de progrès ou autre chose, cela constitue un énorme problème pour la théorie économique. Lorsque vous abordez l'instrumentation néoclassique, vous supposez l'existence de rendements d'échelle constants ou de rendements marginaux décroissants. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez une unité de facteur, le produit augmente. Mais il augmente moins que proportionnellement. Et ce problème, quand on l'a examiné, la population ici a été multipliée par 8 et la production par 9. Donc, clairement, cela n'avait aucun sens. Or, la contrepartie théorique à cela est que l'existence de rendements croissants implique des structures de marché concentrées, et les structures de marché concentrées, dans le cas le plus extrême, sont des monopoles. Mais toute situation de structure de marché concentrée implique, du point de vue de l'efficacité de Pareto, quelque chose de mauvais. Nous étions donc confrontés à une série qui nous disait que si l'on regardait les microfondations, c'était mauvais pour le bien-être. Et la question était, comment quelque chose qui a accueilli la population mondiale avec 95% de sa population vivant dans l'extrême pauvreté et l'a amené à des niveaux d'environ 10% à cette époque pouvait-il être considéré comme mauvais par la théorie économique? Cette situation était vraiment très difficile. La vérité c'est que ce que je pensais a été un choc très fort. Autrement dit, quelque chose que la théorie économique considérait comme faux était de sortir les gens de la pauvreté de manière fabuleuse. La qualité de vie des êtres humains n'a jamais été aussi bonne dans l'histoire de l'humanité. Et face à cette situation terrible, avec une énorme frustration intellectuelle, j'ai commencé à chercher des réponses. Heureusement, un ancien étudiant en économie mathématique qui avait obtenu de très bons résultats et que j'avais emmené travailler là où j'avais un emploi formel, avait l'habitude de lire des auteurs autrichiens. Face au dilemme auquel je me trouvais, il m'a fourni un article de Murray Newton Rothbard intitulé « Monopoly et concurrence ». C'était une expérience vraiment merveilleuse. Car c'est un article de 140 pages. Après les 3 heures qu'il m'a fallu pour le lire, j'ai terminé et j'ai dit « Tout ce que j'ai conçu sur les structures de marché est faux ». Autrement dit, pendant 25 ans, j'ai enseigné des cours sur des structures de marché qui étaient erronées. C'était une farce. L'effet de cette lecture a été si fort que j'ai demandé à cette personne où je pouvais me procurer des livres de ces auteurs. Je me souviens que dans les cercles universitaires, Mies était connu comme le numéro 9 de l'équipe nationale de football néerlandaise, ce qui le rendait un peu difficile à trouver. Alors je lui ai demandé de me dire où je pouvais acheter ce genre de livre et il n'était nulle part. Il m'a recommandé une librairie qui vendait des livres de la maison d'édition Union, où publie par exemple le professeur Jesus Huerta de Soto, que j'admire tant, et de nombreux autres auteurs merveilleux. Je suis allé acheter tous les livres que j'ai vus et aimés.
J'ai donc acheté environ 20 livres et je n'en ai plus acheté parce que je n'avais pas d'argent. Ce qui veut dire que j'avais besoin d'argent pour prendre un taxi pour rentrer chez moi. Parmi les livres que j'ai achetés, il y avait L'Homme, l'économie et l'État, volume 1, volume 2, et Pouvoir et marché, dans lequel Murray Rothbard devient anarcho-capitaliste ou crée l'anarcho-capitalisme. J'ai demandé au propriétaire de la librairie s'il reviendrait le lendemain et il a dit oui. J'ai donc calculé combien j'avais besoin pour la nourriture, combien j'avais besoin pour les taxis, combien j'avais besoin pour les déplacements, et j'ai dépensé tout l'argent qu'il me restait. Au cours de ces 2 jours, j'ai dû acheter environ 50 livres. J'ai donc commencé à lire et à m'immerger dans les auteurs de l'école autrichienne. C'était une expérience merveilleuse. Je découvrais un nouveau monde. J'ai quelques anecdotes avec certains livres qui sont merveilleux. Par exemple, l'un des livres que j'ai acheté était Human Action. Je me souviens m'être assis devant une édition à couverture rigide et l'avoir lu d'un bout à l'autre. Je ne me souviens pas combien de temps il m'a fallu pour le faire. Mais je pense que j'ai été enfermé pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que j'ai fini de le lire. Je me suis seulement levé pour manger, aller aux toilettes et emmener Conan faire une promenade. J'ai été ébloui par ce livre, mais je l'avais laissé marquer. Alors, je suis allé le racheter pour avoir un exemplaire en bon état. J'ai réalisé que je voulais continuer à travailler avec le livre que j'avais mis en signet. Alors je me suis dit, eh bien, je vais l'acheter à nouveau. J'ai laissé le premier marqué à côté du nouveau, et j'ai gardé ce dernier pour les urgences, sans casser le cellophane. J'ai également acheté un autre exemplaire et je l'ai apporté au bureau. Chaque fois que je m'ennuyais au bureau, j'ouvrais au hasard n'importe quelle partie de l'action humaine de mise. J'ai lu le chapitre là où il a commencé et je l'ai terminé. J'ai répété ce processus pendant plusieurs jours. Un jour, j'ai ouvert le livre et il était souligné. J'ouvre une autre page et elle était soulignée. Je l'ouvre à nouveau et il était souligné. Puis j'ai réalisé que j'avais lu Human Action pour la 3e fois. Mise est donc un auteur qui a eu un impact énorme sur moi. J'ai également lu Socialism, qui est une œuvre d'art, et Bank Credit, un livre merveilleux qui nous aide à comprendre bon nombre des problèmes auxquels nous, les libéraux, sommes confrontés. Un autre livre clé est La mentalité anticapitaliste, qui explique pourquoi les gens détestent le capitalisme de libre entreprise. J'ai complété ces lectures avec les cours de Huerta de Soto sur YouTube et j'ai commencé à fréquenter des cercles libéraux. Quand j'ai commencé à lire Hayek, j'ai trouvé cela assez difficile. Mais avec le temps, j'ai commencé à l'assimiler. Il y a des livres qui m'ont été plus faciles à lire, comme Production et prix, et d'autres que j'ai appréciés dès le début, comme La route de la servitude, auquel, dans sa forme dynamique, je me réfère fréquemment. Ou la question de savoir ce que cela a à voir avec l'arrogance fatale ou les thèmes économiques de la liberté. Il y a aussi l'un des articles les plus impressionnants, intitulé « L'atavisme de la justice sociale ». De nombreuses personnes auraient intérêt à lire cet article. Dans ce sens, je me suis également beaucoup impliqué dans la lecture de Rothbard. Et j'ai inexorablement fini par devenir un anarcho-capitaliste. Une fois que j'ai commencé à lire Rothbard, Jesus Huerta de Soto, Walter Block, Hans Hermann Hoppe, c'était une voie à sens unique. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Entre-temps, j'ai commencé à apparaître à la télévision. L'Argentine était confrontée à un problème d'inflation croissant. L'Argentine, qui était le pays le plus riche en 1895, déclinait fortement, terminant à la 140e place du classement, et l'inflation augmentait régulièrement.
et j'ai commencé à participer à des programmes télévisés défendant les idées de liberté. Et la vérité c'est qu'au début, c'était comme le film Gladiator. C'était moi contre tout le monde. Je me suis retrouvé face à 15 personnes qui défendaient tout l'État, le socialisme et tout ça. De plus, les kirchnériens étaient assez violents dans les débats. Et comme beaucoup de gauchistes, ils en mettent 4 ou 5 et quand vous essayez de parler et de donner un argument, ils commencent à parler les uns sur les autres. On est donc obligé d'élever la voix pour suivre le raisonnement. Et puis ils m'ont accusé de crier sur les panneaux. Le plus intéressant est que beaucoup de ceux qui m'ont accusé étaient des libéraux de cocktail qui avaient fait du libéralisme une honte. Et disons que lors des réunions, ils ne pouvaient pas remplir un ascenseur, je veux dire comme le petit ici. Eh bien, j'ai commencé à mener ces batailles titanesques à la télévision, et cela m'a permis de gagner en popularité. Et à un moment donné, lorsque la pandémie a frappé, c'était comme si la société commençait à fonctionner, car le confinement a entraîné une réévaluation des idées de liberté. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à discuter de ces choses à la télévision, un jour, j'enseignais un cours et un étudiant est arrivé très contrarié parce que je lui avais donné un 0. Parce que tout ce qu'il avait fait était mal, je ne pouvais même pas lui donner un 1. Je lui donnais une note. Alors le garçon, d'une manière très violente, vient me crier. Tu es un libéral. Face à cette situation, je lui ai dit, merci, merci beaucoup. Mais, sans aucun doute, avec l'arrivée de la pandémie, du Covid, et des quarantaines dignes des cavernes promues par l'Organisation mondiale de la santé, auxquelles l'Argentine a fortement adhéré, il y a eu une revendication des idées de liberté, et beaucoup de choses intéressantes se sont produites. Parce que beaucoup de mes followers étaient des jeunes. Et c'est très intéressant parce que ces jeunes avaient une telle affinité avec ce que je faisais. C'est parce que les jeunes sont moins exposés au lavage de cerveau qui accompagne l'éducation publique, qu'elle soit publique ou privée, car le contenu est généralement défini par l'État. Donc, ce que cela fait, c'est marquer le terrain et vous ne pouvez pas accéder à certaines littératures parce que l'État essaie de les bloquer. C'est-à-dire qu'aucun étatiste ou disons politicien n'aimera que vous lisiez Rothbard. Parce que, imaginez, ils torpillent votre source de revenus et en réalité, puisqu'ils ont le pouvoir, le monopole de la violence, ils l'exercent de telle sorte que vous ne puissiez pas accéder à ces idées. Donc, les jeunes sont aussi, dans ce sens, des rebelles contre le statu quo. Le statu quo en Argentine était socialiste, donc la rébellion naturelle des jeunes allait se tourner vers le libéralisme, et pour une raison quelconque, ils aimaient ce que je faisais. Et puis ils ont commencé à nous suivre, et pendant la pandémie, quand ces jeunes étaient enfermés avec leurs parents et dans certains cas même avec leurs grands-parents, ils ont commencé à leur parler de moi et ils leur ont parlé de moi. Maintenant, si vous êtes des chaînes, vous n'aimez pas ça et vous pouvez zapper. Maintenant, si vos enfants vous disaient « Regardez Milay », alors ils commenceraient à regarder Milay. Puis cette situation a commencé à se propager et ils ont commencé à voir des vidéos dans lesquelles je parlais des idées de liberté ou présentais des livres. Nous avons également présenté les livres dans un format. Nous avons toujours pensé à un format comme celui d'aller voir un concert de Rolling Stone, pour que vous ayez toujours envie de le revoir. En général, cette situation. C'est pourquoi vous pouvez voir une présentation d'un de mes livres sur Keynes et les gens crient « Keynes, tu es un voleur, tu es un voleur, tu es un voleur ». Et à mesure que la pandémie progressait, et avec l'arrivée du gouvernement fantoche d'Alberto Fernandez,
ils ont commencé à mettre en œuvre toutes ces mesures sauvages et liberticides. Et dans ce contexte, ce que nous commençons à voir est une tentative de censure. Aujourd'hui, un député nommé Leandro Santoro, qui était à l'époque presque le porte-parole officieux d'Alberto Fernandez, est intervenu sur les chaînes de télévision et a ouvertement appelé à la censure des libéraux. En fait, il y a une interview dans laquelle il dit à un propriétaire d'organes de presse: « Vous êtes irresponsable. Comment allez-vous permettre à un fou aux cheveux longs d'apparaître en prime time et de dire que la banque centrale devrait être fermée ?» Alors l'autre dirait: « Eh bien, dites-moi qui c'est. » Et Leandro Santoro est un tel lâche qu'il dit: « Non, je te le dirai à l'antenne. » Et la même chose s'est produite sur une autre chaîne, également très kirchneriste, dans la même situation. Là, ils étaient déjà concentrés sur ce qu'ils faisaient, en disant que nous, les libertariens, étions un problème, qu'il fallait nous interdire, qu'il fallait nous retirer de l'antenne, qu'on ne pouvait pas nous donner une place parce que nous étions dangereux. Dangereux parce qu'on étudie, on lit, une chose vraiment impressionnante. Et avec l'avancée de la censure, cela nous a posé un problème. Je parle toujours à la première personne du pluriel car je n'aurais pas pu faire tout cela sans ma sœur, la patronne. Et à un moment donné, nous avons constaté que si nous réduisions notre exposition télévisée, nous ne pouvions pas vendre de conférences à l'étranger, et il devenait difficile pour nous de gagner de l'argent à dépenser. Alors, face à cette situation où nous avons vu le risque pour nos revenus, je veux dire, mon entrée en politique n'est pas si romantique. C'est ce que je veux dire. Nous n'avions pas réalisé que la seule façon de changer les choses était de s'impliquer et de lutter de l'intérieur. Eh bien, si vous allez voir un match de football argentin en Argentine, c'est très sympa, disons l'équipe nationale argentine, et vous verrez les drapeaux, les chants, la façon dont les gens s'expriment. Maintenant, le choripan, et bien sûr, nous devons nous débarrasser des péronistes. Qui a dit que les choripans étaient péronistes? Qui sont les péronistes? Le choripan vient des Argentins. Et dans ce sens, je peux mettre la balle dans le camp. Et peu importe combien je chante et fais de belles choses, le ballon ne bouge pas. Quelqu'un doit venir et le frapper. Parce que sinon, ils arrivent et donnent des coups de pied et ils ne se soucient pas du fait qu'il n'y a personne de l'autre côté à sauver. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous lancer en politique. Et l'une des choses qui nous est arrivée, c'est qu'une personne est venue nous voir et nous a dit: « Eh bien, dites-moi si vous avez des squelettes dans le placard. » Ma sœur et moi nous sommes regardés et avons dit: « Non. Alors, peu importe ce que tu me dis, je vais enquêter sur toi. » Alors, après 2 mois, cette personne revient et dit: « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Eh bien, comme je suis perfectionniste, on dit d'abord le bien, puis le mal. » Puis il me dit: « La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons rien trouvé pour vous. » Ah, mais c'est génial. Non, c'est aussi mauvais, parce qu'ils inventeront ça pour vous. Et comme on ne sait pas ce qu'ils vont inventer, c'est un vrai problème. On ne sait même pas si vous avez un mort dans le placard. On verra bien quand on le sortira. Maintenant, vous n'avez pas de mort dans le placard. Ils vont l'inventer pour vous. Vous ne savez pas ce qu'ils vont inventer pour vous, et ça va être compliqué. Et waouh, ils ont inventé plein de morts dans le placard pour moi. Je dois avoir un cimetière autour de moi. Et je me souviens que quand on a commencé ce processus, ils nous ont d'abord dit qu'on ne pourrait pas former un parti. Et on en a formé un. Puis ils nous ont dit qu'on ne pourrait pas passer les primaires, PASO, qui exigent un minimum de 2%, et on a réussi. Et ils nous avaient dit qu'on ne pouvait pas obtenir plus de 5% des voix.
qu'il n'y avait aucune chance que je devienne un député, que nous perdrions au vote blanc, que nous perdrions au vote de gauche. Et la vérité c'est qu'il se passait quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Le docteur Patricia Bullrich, avec qui j'ai ensuite brigué la présidence et dont je suis fier d'avoir comme ministre de la Sécurité, met à genoux ces maudits criminels. Alors que tout le monde me sous-estimait, elle a dit quelque chose de très intéressant et vous allez trouver son commentaire mignon. Parce qu'elle dit, écoutez, nous devrions y prêter un peu plus attention. Parce que quelqu'un qui commence à parler devant 20 000 fans de Hayek, ce n'est pas normal. Il se passait donc quelque chose. Et ce n'était pas tout. L'un des aspects les plus inhabituels de nos événements était que nous vendions des livres, et des ouvrages de l'école autrichienne. De plus, dans le cadre de la campagne, ma sœur a eu l'idée. Si tout le monde m'appréciait en tant qu'enseignante, d'aller enseigner sur les places. Alors oui, nous allons donner des cours sur les places. Et la vérité est que, contre toute attente, nous avons fini par remporter 17% des voix et par obtenir 2 sièges de députés nationaux. Ma colistière, Victoria Villarruel, est à mes côtés depuis lors. Nous avons remporté 5 sièges législatifs et, à notre arrivée au pouvoir, je me souviens d'un journaliste très impoli de la chaîne Diputados qui m'a dit « Mais vous serez 2 députés sur 257. Vous ne pourrez rien faire, car vous êtes insignifiant à la Chambre. » Et à cette époque de l'année, vers la mi-décembre, on suppose que c'est le 10 décembre. C'est la fête de Hanouka dans le calendrier juif. Et la fête de Hanouka commémore l'exploit des Maccabées dans la reconquête du temple et dit une phrase très intéressante. La victoire au combat ne dépend pas du nombre de soldats mais des forces qui viennent du ciel. Et cela est devenu plus tard notre slogan, les forces du ciel. Car nous allions lutter contre une adversité énorme. L'histoire des Maccabées nous a donc enflammés et nous a donné envie de continuer à nous battre. En fait, en tant qu'homme de foi, c'était comme une histoire de David et Goliath. Mais si vous lisez Nietzsche, il dit que l'on croit en fait que David était le faible et Goliath le fort. Et ce que dit Nietzsche, c'est qu'ils ont tort. David était fort parce qu'il avait le Créateur à ses côtés. Alors, avec cette foi, nous avons commencé à avancer avec force. Et puis ma sœur, la patronne, a encore une fois eu une idée merveilleuse, parce qu'en tant que libéral libertaire et anarcho-capitaliste, je ne pouvais pas percevoir mon salaire. Parce que ce salaire est prélevé sur des impôts payés de manière coercitive. Donc pour moi cela représentait une contradiction. Je n'ai pas pu résoudre cette situation. Je ne dis pas que tout le monde doit choisir cela, mais moi, en tant qu'anarcho-capitaliste, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'était acceptable de devenir une taupe dans le système, de collecter, de briser le système de l'intérieur, mais pas de collecter. Alors, ma sœur a eu la brillante idée de contourner le régime. Car si on le faisait en se pointant du doigt, on ne serait qu'un autre politicien pratiquant le populisme. Donc cela a été fait par hasard. Et quand nous avons fait cela, nous avons organisé cette tombola dans la ville de Mar del Plata, qui est une ville touristique argentine. Près de 10 000 personnes y ont participé et, dans ce cadre, nous avons organisé la loterie du régime. Il a fait la couverture de plus de 30 journaux dans les principaux pays du monde. Et puis nous avons dit, il y a quelque chose ici. Nous avons donc découvert qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de plus grand et nous nous sommes impliqués dans la course électorale. Je pense que c'est déjà une histoire connue. Nous sommes arrivés au second tour, avons remporté le second avec une large marge et nous nous sommes retrouvés avec une économie pratiquement détruite.
Mais nous ne pleurons ni ne nous lamentons jamais sur ce que nous avons hérité, car cela doit aussi être dit. Que dans les conditions dans lesquelles un libéral libertaire avec les caractéristiques que j'ai et qui allait être président, il était évident qu'il n'allait pas s'intégrer à Eden. Et dans ce sens, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que l'inflation générale atteignait un taux annuel de 17 000%. Qu'aujourd'hui, disons, l'inflation de gros tombe à 50% est toujours un chiffre effroyablement élevé, mais 17 000 à 50 ans est une énorme réussite. Dans le même temps, nous sommes confrontés à un déficit budgétaire de 15 points de PIB, 5 au Trésor et 10 à la Banque centrale. Nous parlions de la tronçonneuse. Mais ils ont dit qu'il était impossible de faire l'ajustement que nous proposions. Ils ont dit qu'au maximum, un ajustement d'un point du PIB pourrait être apporté au Trésor et que, eh bien, la situation de la Banque centrale serait réglée. J'aimerais savoir comment les choses auraient été résolues si le gouvernement précédent n'avait pas également laissé 4 bases monétaires dues en une seule journée lors de son entrée en fonction. Ou avec 50 milliards de dollars de dettes dues aux importateurs, 15 milliards de dollars de dettes dues contre des dividendes. 90 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance en pesos et 25 milliards de dollars de dettes extérieures arrivant à échéance lorsque notre accord avec le Fonds monétaire international était tombé. Allô? Et nous avons décidé d'entreprendre un ajustement. Aujourd'hui, je vous dis que 6 mois après notre arrivée au pouvoir, nous avons réalisé le plus grand ajustement fiscal de l'histoire de l'Argentine. Nous avons ajusté 15 points de PIB. Et ce n'est pas tout. Nous doublons l'inflation. L'inflation mensuelle se situe à un taux d'environ 3,5%. Mais nous avons un système de dévaluation du taux de change de 2%. L'inflation réelle est donc de 1,5%. Et c'est également très important, car contrairement à d'autres cas de stabilisation, nous n'avons pas eu besoin de passer par l'hyperinflation précédente pour que les salaires réels soient dilués. Nous n'avons pas fait d'erreur. Il n'y a pas eu de système de Bonex où les déposants ont été volés et les droits de propriété violés. Nous n'avons pas mis en place de contrôle des prix, ni direct ni induit, et nous n'avons pas non plus fixé le taux de change. C'est-à-dire que nous y parvenons dans un contexte de liberté totale et de positionnement tarifaire relatif. Et encore une fois, les chiffres sont vraiment impressionnants. Évidemment, cela n'allait pas être gratuit. Mais nous l'avons toujours dit aux gens en face. Nous leur avons dit qu'il n'y avait pas d'argent. Nous leur avons dit que ça allait être dur. Que le début allait être compliqué. Mais que si nous le faisions, ils commenceraient à obtenir de bons résultats. Et contrairement à ce que nous pensions, la vérité est que la réponse se produit beaucoup plus rapidement que nous l'imaginions. Même si le premier trimestre a été très difficile, la baisse a été moins sévère que celle de 2002, qui avait atteint son pire niveau, soit 16%. La façon dont nous avons conçu le programme a permis de réduire cette baisse de moitié. Et ce que nous commençons à voir dans les premiers indicateurs des mois d'avril et de mai, c'est qu'il y a un début de reprise. Autrement dit, les données par rapport à l'année précédente sont négatives. Mais lorsqu'on regarde les données corrigées des variations saisonnières d'un mois à l'autre, on constate un début de croissance. Il y a déjà des signes de reprise. En effet, les indices de diffusion, qui mesurent le nombre de secteurs qui progressent positivement, ont déjà atteint 50% en 2 mois. Et depuis 2 mois consécutifs, l'indicateur avancé, qui prédit l'évolution de l'activité économique, se redresse. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement mené la bataille culturelle, mais nous la menons désormais dans la pratique. La raison pour laquelle les socialistes sont si violents, c'est parce que cela fonctionne et que leurs mensonges s'effondrent. Et enfin, je voudrais laisser quelques réflexions.
L'une d'elles est qu'ils défendent des idées avec passion et croient en ces idées parce qu'elles fonctionnent. Non seulement la politique ne nous a pas soutenus dans ces premiers mois de gestion, parce qu'elle n'a voté aucune loi contre nous, elle n'a fait passer aucune loi contre nous. Elle a été une machine d'obstruction tout le temps. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas aidé, mais dès le début ils ont tenté un coup d'État. Malgré tous les obstacles, toutes les tentatives de déstabilisation, toutes les attaques que nous avons reçues, nous avançons, nous réussissons à contrôler l'inflation et l'activité reprend. C'est-à-dire que les idées sont si fortes que même face à toute la caste politique, la pire pratique, la partie la plus décadente de la politique argentine, qui a essayé d'empêcher et qui a conduit à divers gouvernements au cours de l'histoire, nous gagnons grâce aux idées de liberté. Et enfin, avant de voyager, ce qu'on appelle la loi fondamentale est sur le point d'être publiée. Pour vous donner une idée, la plus grande réforme structurelle mise en œuvre en Argentine a eu lieu dans les années 1990. Sous l'administration Menem, et cette loi fondamentale, partiellement mutilée par la politique, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est 5 fois plus vaste que la réforme de Menem. Si l'on prend le décret de nécessité et d'urgence qui est toujours en vigueur, les réformes structurelles que nous avons faites sont 8 fois plus importantes que celles faites par Menem. Ils auraient pu sortir ensemble le premier mois, mais bon, ils sortent ensemble maintenant. Et pourquoi je dis ça? Car cela impliquerait que l'Argentine gagnerait 90 places en termes de liberté économique sur l'indice de liberté économique. Autrement dit, l'Argentine aurait des niveaux de liberté économique très similaires à ceux de l'Allemagne ou de la France, par exemple. Mais nous voulons plus de liberté économique. Ainsi, un exemple de référence est l'Irlande d'aujourd'hui, qui est le pays qui jouit de la plus grande liberté économique au monde, même s'il connaît actuellement des difficultés. Un pays qui, alors qu'il était le plus misérable d'Europe il y a 35 ans, a aujourd'hui un PIB par habitant 50% supérieur à celui des États-Unis. Ce serait donc un bon point de référence. Mais non seulement nous avons déjà ces 800 réformes structurelles sur la table, mais nous en avons également 3200 autres à réaliser. Nous ne voulons donc pas seulement aspirer à la liberté économique de l'Irlande. Ce n'est donc pas que nous aspirons à la liberté économique de l'Irlande, mais plutôt à ce qu'elle devienne le pays le plus libre de la planète, et qu'elle soit une source de prospérité pour tous les Argentins et un excellent exemple pour le monde. Et donc ils savent que les idées de liberté fonctionnent. Alors merci beaucoup et vive la liberté. Bon sang.